où il met un pain dans la gueule à c'est Bruce dans Wayne, celui-là, putain, c'était assez marquant. I Am Vengeance, ça vient de là à la base, parce que dans Terre 1, il voulait se venger de Oswald Cobblepot. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses qui ont pioché, même le Alfred qui boite. Je me rends compte que je peux être heureux, mais ça, c'est quand même excellent. C'est triste. Et triste, là, Super c'est le Batman le plus triste. Là, tu vois que Bruce Wayne n'a pas le droit au bonheur. Marlon Brando, il y a beaucoup, franchement, beaucoup de références au parrain. On ne parle pas assez de lui. La partie visuelle, c'est grâce à lui. Le côté art déco, vraiment, c'est lui qui faisait les décors, en fait. Ok. Et en fait, c'est eux qui l'ont créé. Paul Dini est venu un petit peu après. Designé par Mike Mignola, le créateur de Hellboy. Et qui, lui, d'ailleurs, a dessiné un de mes comics préférés. Je vous dis, ça dévie. Gotham by Gaslight. Je sais pas si tu le connais, celui-là. Ah si, ouais. J'adore celui-là. D'ailleurs, ils en ont fait plutôt une bonne adaptation que je conseille, même si c'est une réécriture. Un polar, c'est un peu The Shield, mais version, forcément, Gotham. Et Gotham Central, putain, d'ailleurs, acclamé, récompensé. Dick Grayson, Jason Todd et Tim Drake. Oui, c'est des gamins de rue. C'est des gamins de rue, voilà, qui sont un peu exploités par un gars. Et d'ailleurs, là, c'est ça qui est excellent. Et je trouve que là, c'est pépite. Il y a une référence au Batman 89. Et Tim Drake, c'est un peu le plus peureux, qui dit: mais si on se fait choper, souvenez-vous ce qui arrivait à Johnny Cobbs. Et ça, dans la première scène de Batman 89, où les deux malfrats, là, bref, ils ont assommé le père de famille, etc. Et du coup, ils sont en train de dépouiller, en train de regarder un peu le portefeuille. Et il y en a un des deux, d'ailleurs, qui est doublé par Richard Darbois, qui lui dit: mais en gros, mais t'as le vertige, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit: ça se comprend. Après ce qui arrivait à Johnny Cobbs, là, donc pareil. Moi, ma relation avec les comics Batman, c'est arrivé assez tardivement. Comme je t'avais déjà parlé, moi, c'est arrivé avec les jeux. Ouais. Moi, ça arrivait avec les jeux vidéo Batman Arkham. Anecdote assez drôle, c'est que j'y croyais pas du tout à ces jeux-là quand ça avait été annoncé, parce qu'on ressortait justement de The Dark Knight. Et ils annoncent l'arrivée d'un jeu sur Batman. Je me fais, bon, adaptation d'une licence pop culture, ça va bider. Et au final, pas du tout. Parce que tu sens que c'était une lettre d'amour faite par des fans, pour des fans, ou le grand public même, parce que moi, à ce moment, je connaissais pas du tout. Le truc que je trouvais assez intéressant de la part des développeurs, c'est en fait, ils faisaient une fiche biographique de chaque personnage que tu rencontrais, mais t'avais un truc qui m'avait attisé la curiosité, c'est en fait, ils te disaient la première date d'apparition de ce personnage, et dans quel comics. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, putain, en fait, t'as tellement de persos dans l'univers Batman, et qu'il faudrait que je m'intéresse aux comics. Et après qu'on s'était rencontrés, tu m'avais conseillé un Long Halloween, qui est, je pense, mon comics préféré de Batman. Le truc que j'aime beaucoup, c'est que ça fait enquête un peu policière thriller. J'aime beaucoup aussi la direction artistique j'adore. Moi, c'est aussi mon préféré. Hein. Vraiment, j'adore ce duo-là. Vraiment, je kiffe ce Batman. Je kiffe cette patte grave. Il y en a qui sont un peu réticents au style, ne serait-ce que de Tim Sale, et c'est normal parce que c'est pas évident, tu sais, c'est quand même particulier parfois quand tu penses au Joker, comment il est, ou même de Batman. Et non, moi j'adore, il y a une ambiance, il y a quelque chose, ça joue avec les ombres, ça joue avec même ça cape un petit peu, avec le bout de sa cape qui se rattraque un petit peu à chaque fois. Enfin, puis ce Batman bien massif, et le scénar que je trouve pépite, que je trouve là justement, moi c'était polar, le scénar. C'est une vraie enquête, c'est excellent au niveau Gordon, le trio Gordon, Dent et Batman. Ouais. Mais moi justement celui-là, le truc qui m'avait vraiment plu, c'est que je l'avais pris un peu plus, tu sais, comme une enquête policière à fond, qu'un truc Batman, même si t'es dans l'univers Batman et tout, et en fait t'étais à fond sur l'enquête. Je me rappelle quand tu me l'as prêté pour la première fois, j'étais en mode putain. Toi, je me souviens même plus que je te l'avais prêté. Tu me l'as prêté je sais pas combien de fois, parce que en fait, pour l'anecdote, c'est que j'oublie l'identité du tueur, parce qu'on suit un tueur en série dans Holiday, dans ce comics. Et en fait, à chaque fois que je le lisais, chaque année, j'oubliais qui était le tueur. Et je me dis, bon, je lui redemande. Bon, au bout d'un moment, j'ai décidé de l'acheter. Et je me dis, bon, à chaque fois, j'oublie qui est le tueur et tout. Bon, maintenant, c'est bon, Et possiblement même 2 tueurs. 2 voire 3 tueurs, je sais pas si tu te souviens vraiment. Ouais, il y a une petite ambiguïté. Et même, c'est ce que j'aime aussi avec ce comics-là, c'est tout ce côté mafieux, ultra intéressant. Ne serait-ce qu'en plus, il y a plusieurs clins d'œil au parrain, c'est un truc de dingue. C'est ça, Ne serait-ce que I Believe in Gotham, ou I Believe in Harvey Dent, ou I Believe in Jim Gordon. Ne serait-ce que le tout premier plan, I Believe in Gotham City, je crois que c'est ça. Comme des parrains, I Believe in America, enfin plein de trucs, même ne serait-ce que Carmine Falcone, son look qui est pas mal calqué sur forcément le parrain, Marlon Brando, enfin c'est ouf, la rose, enfin il y a beaucoup, franchement, beaucoup de références au parrain, excellent. En termes artistiques, je le
le trouvais vraiment pas mal. Mais en fait, là, je viens de te dire une connerie parce que juste avant. Le gars se souvient plus. En fait, je me rappelle plus parce qu'à chaque fois, j'essaie de revenir sur un comics Batman. Mais en fait, c'est pour ça que cette vidéo, elle est un peu décousue. Je suis en mode. Je réfléchis à chaque fois. Mais parce que je parlais des jeux Arkham, mais en fait, un des comics que j'avais pris, justement, que j'avais pris à la Comic Con d'une année, je l'ai pris. C'est une version Asylum parce que c'est une version qui vient des States. C'est le comics Arkham Asylum qui est très 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 particulier Oh, quand c'est tu clair. lis très peu de bulles dedans où en même temps c'est un mélange de je sais plus qui l'a fait. Grant Morrison. Ouais. Oh putain, la culture dans ta Mais tête. Grant Morrison, parce que j'ai pas que du bien à dire sur lui sur Batman Ouais. en fait, c'est ça qui est ouf. Ok. Mais j'ai peur que. On en reviendra à James Gunn vite fait encore une fois, mais j'ai peur que ça va être ça. C'est un truc classique. Apparemment, Grant Morrison, il a refait, bref, où il y avait en fait, où il y avait Damian Wayne, le Ouais. fils de Batman, qui était, bref, le Robin. Il y a une période comme ça, c'était vraiment pas dingue, ça faisait penser parfois du Batman un peu pop, un peu. Ouais, ok. Et vraiment, pour moi, il n'y avait pas d'ambiance Batman, c'était à l'époque où je suivais encore des mensuels et tout, et par moments, il y avait ça du coup. Et j'ai vraiment pas aimé l'écriture de Grant Morrison, même au niveau du dessin, au niveau des couleurs, il y avait quelque chose qui. Et j'ai peur qu'on tente dans ça, James Gunn, vu qu'il va faire son Batman avec Damien Wayne. Je sais pas si t'es au courant, le Robin, ça va être ça, le film Batman. Et du coup, j'ai vraiment peur. Normalement, le titre c'est The Brave and the Bold, donc intéressant, référence, ok. Mais j'ai peur que ce soit ça, et connaissant James Gunn. Bah, c'est vrai que c'est cool là en fait qu'on se pose en vidéo parce que tu m'en apprends tout le temps parce que vu que je suis plus du tout les actualités. À voir, hein, mais pour l'instant on est parti comme ça. Ouais. On verra. Mais Grant Morrison, bref, il a aussi fait du bon sur Batman, la preuve aussi avec Arkham Asylum, que je dois dire, voilà, tu vois, comme quoi je crois que je l'ai jamais lu celui-là. Bah celui-là, ouais, il est assez particulier, mais du coup, il représentait bien l'esprit. Il est très glauque. Mais graphiquement, en plus, c'est quelque chose. Graphiquement, c'est une sacrée patte. Le Joker là-dessus, j'ai flippé. Bah en fait, du coup, c'est un mélange de découpage et de photos. Ouais. Il a réussi à créer un style. Je t'avoue que quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais quand même en mode, oh putain, c'est quand même. C'est pas une lecture grand public. Oh, c'est clair. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est une proposition artistique très intéressante. Je l'avais plus pris en termes d'artistique que pour son histoire, même si voilà, l'histoire a été. Fortement inspiré pour le jeu Arkham Asylum. En reparlant, parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de revenir sur les Batman, la série animée, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit. Ne serait-ce que, je sais pas, est-ce que toi, c'est vrai que moi je t'avais montré quelques épisodes aussi, que je n'avais pas vu, surtout The New Adventure, qui est parfois un peu trop sous-estimé. Il y en a qui l'aiment pas par rapport à son style épuré, qui reprenait le style de la série animée Superman. Mais pourtant, celle-là, ça propose ça fait partie de mes meilleurs scénarios. T'as la confrontation Dick Grayson et Bruce Wayne. Là où on comprend qu'il devient Nightwing. Où il met un pain dans la gueule à Bruce Wayne, putain, c'était assez marquant quand même. Ça, je me souviens que ça, quand j'avais découvert New Adventures, justement, vu qu'il n'y avait plus de Batman en fait, ok, il y avait des rediffusions, mais après il n'y avait plus rien. Et par hasard, je tombe dessus sur la télé, je dis hop, c'est quand même la même voix donc. Voilà, à l'époque je connaissais pas le nom, Richard Darbois. Mais un style un peu plus épuré, mais c'est quand même, je suis dedans. C'était l'épisode où il y a Etrigan, donc le démon, bref, qui vient, lui c'est un perso d'ici et non pas forcément lié à Batman, donc intéressant. Et après, donc oui, il y en a eu des épisodes de Legend of the Dark Knight, on en parlait tout à l'heure, où à l'époque j'aimais pas trop parce qu'il y avait différentes interprétations, alors que c'est une putain d'idée d'avoir fait ça. Il y a eu par exemple l'épisode où Batman est poursuivi par le commissaire Gordon, où il est démasqué, où ils le poursuivent dans son manoir. Je sais pas, ça je te l'avais montré, je crois. Ouais. Je tenais à te le montrer. Où justement il y a Barbara Gordon qui crève carrément sur la bagnole du commissaire Gordon, de son père. Et là justement, il voit qu'il savait pas que c'était Batgirl. Donc il enlève le masque, il voit que c'est sa fille. Là après du coup il en veut à Batman parce qu'il dit putain mais en fait après toutes ces années de collaboration, pourquoi vous ne l'avez pas dit et tout. Et du coup après il traque Batman, je sais pas si tu te souviens de cet épisode là, où au final tout ça c'était bien sûr qu'un rêve. Enfin un rêve, c'était en fait Batgirl, elle a eu le gaz de l'épouvantail et du coup c'est elle qui vivait ça, mais c'était quand même hyper couillu surtout pour une série pour les enfants. Grave, surtout en plus après ils ont plus rien, par exemple ils se retrouvent avec Dick Grayson, avec Nightwing et tout, là ils sont un peu reclus et tout, c'est chaud même pour Tim Drake, t'as de la compassion pour lui parce que tu dis waouh c'est chaud quand même, sacré épisode couillu. Je pense à ça, Tim Drake aussi, un autre épisode, et celui-là aussi je crois que tu l'avais montré, il fait un peu ami avec une gamine, pour au final qu'on se rende compte qu'à la fin, c'était une partie de Gueule d'Argile. Je sais pas si tu te souviens de ça, ou à la fin même, elle rentre dans Gueule d'Argile, et ça je me souviens, c'était ultra choquant, parce qu'au final, en fait, à la base,
il avait créé Mhm. cette personne, on va dire, pour espionner un peu, pour que lui puisse fuir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu ses yeux. Et pour qu'au final, elle, bah, elle a eu sa propre indépendance. Ça aussi, ultra, ultra marquant, cet épisode. Il y a une double lecture, je me dis aussi, parce que quand tu le mates, quand t'es enfant, bah t'es plus émerveillé par ouais, c'est une série animée, tu sais, Batman, tu vois, c'est stylé de voir autant de scènes avec ce personnage iconique, et tu te dis, t'es émerveillé par tu sais, la grandiloquence du personnage et tout ça. Et parfois, je crois que je t'en avais touché quelques mots. Des fois, t'avais un épisode justement qui m'avait marqué par rapport tu sais, aux enfants dans les égouts. Oui. Et là, je me suis dit, oh putain, couille quand même. Bon, une série pour des gamins, tu vois, Ouais, de parler de ce c'est genre de ça qui faisait thématique. la force, c'est que finalement, ça s'adressait aux gamins, mais pas que. Première série animée où tu prenais des doubleurs vraiment qui venaient de séries, de films Film. ou de théâtre. Andrea Romano, bref, la direction vocale, ce qu'elle a fait, c'était dingue. On pense forcément même en VO, on n'a pas encore évoqué, mais Marc Hamill, excellent, Kevin excellent. Conroy. Kevin Conroy. Et donc, il y avait ça, il y avait quand même cette écriture, cette patte. Aussi, tu voyais du sang, tu voyais des flingues, chose que tu ne voyais jamais dans les séries animées pour enfants. D'ailleurs, de temps en temps, ils se bataillaient avec le BSNP, c'est l'équivalent du CSA américain, par rapport à ce qu'il pouvait faire, à ce qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est ça qui est assez dingue. Ce BSNP avait conscience que ça s'adressait aussi aux adultes, que c'était une série de qualité, que parfois il laissait quand même certaines choses. C'est pour ça que cette série animée est ce qu'elle est, sans parler bien sûr de. Bah, des prix qui sont gagnés aussi. Carrément. Et puis quand tu penses à cette patte graphique, c'est vraiment cette Gotham, ce mélange art déco. Et on parle beaucoup, on dit toujours, et c'est vrai que même moi, des fois j'ai le temps, on a tous senti à dire la série de Bruce Timm et Paul Dini. Alors que non, en fait, c'est la série de Bruce Timm et Eric Radomski. On ne parle pas assez de lui. C'est lui, en fait, qui gère, en fait, la partie visuelle. C'est grâce à lui, le côté art déco. Vraiment, c'est lui qui faisait les décors, en fait. Ok. Et en fait, c'est eux qui l'ont créé. Paul Dini est venu un petit peu après. Ok. Et on n'en parle pas assez de ce mec, en fait. Et bref, tout ça pour dire, même ne serait-ce que voilà, graphiquement, et puis avec ce côté un peu rétro, côté années 30, 40, Ouais. excellent, qu'on retrouvait un peu dans Burton, et ça j'aimais beaucoup, même si là c'est encore plus appuyé, forcément tu peux te permettre, c'est une série animée. Je pense au design des véhicules, je pense aux immeubles, je pense même, c'est tout con, mais Au dirigeable. au dirigeable, que moi j'ai un problème. Je sais que t'adores ça. Ouais, grave, j'en parlais dans Fallout encore, mec. Mais moi, vraiment, les dirigeables, je trouve, c'est pour ça que j'aime Gotham. Alors, j'aime le côté réaliste de Batman, mais j'aime quand Gotham, ce n'est pas une ville. C'est pour ça que j'ai du mal, encore une fois, avec la Gotham de The Dark Knight. Ouais. Parce que pour moi, Gotham, elle a une essence, c'est un personnage, mais Bah, elle a aussi une patte graphique et un petit côté rétro-futuriste. Bah, comme quand je dis rétro-futuriste, pas rétro-futuriste, mais un côté rétro, mélange rétro et contemporain, Ouais. comme la preuve. Il y a quand même de la technologie dans Batman The Animated Series, mais t'as encore des télés en noir et blanc, par exemple. T'as ce genre de choses, et c'est ça qui est ultra intéressant. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pour ça que Non, mais j'aime c'est vrai quand que- Gotham, ça a une patte. C'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que ce que tu dis par rapport à Gotham, le Gotham justement de Nolan dans The Dark Knight, bon, c'est New York, Chicago, Mais quoi. c'est ça, mais c'est exactement ça. Carrément. Ça te fait pas, entre guillemets, ça te fait pas, ouais, ça te fait pas voyager dans un univers de fiction. Non, c'est sûr. Et- Après, je peux comprendre. Encore une fois, s'il était parti dès le début sur ça, ok, pourquoi pas. Mais Parce il que avait moi, fait un truc de ouf sur Batman Begins, donc pourquoi pas. Enfin, je sais pas. même si après, je suis quand même, moi, dans le sens où de respecter. Parce qu'il y en a qui disent toujours, oh, ça c'est le meilleur Batman, ça c'est le meilleur Batman. Moi, je dis toujours, non, ça c'est mon Batman, par exemple, favori. Ouais, bah, tu bien vois. sûr. Parce que les gens aussi, ils ont du mal à comprendre que à chaque fois, c'est une réinterprétation, les réalisateurs. Et il n'y a pas de souci. Par exemple, aussi bien The Batman, j'apprécie parce que c'est une autre patte, et ça Gotham, un peu plus appuyé quand même. Ouais. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça revient un petit peu aux sources, je trouve. Avec même aussi, et il a très bien fait le côté compo musical, où tu retournes un peu au lyrique, vraiment, tu sais, à la symphonie un petit peu Bah, gothique. Ça, c'est intéressant, ça avait Justement, manqué. là-dessus, ouais, ouais, sur The Batman, la compo, t'as certains thèmes qui me rappellent beaucoup le film animé Batman contre le fantôme masqué. Ça, justement, je compte en parler. Mais tu as vu qu'on a dévié sur The Batman, mais je vais revenir avant, encore une fois, sur la série animée. Je pense même... l'unité, les forces spéciales un peu type SWAT, j'aimais beaucoup. Bah, après, tu sais que j'ai un problème avec le orange. Leur fourgon orange et leur tenue orange. Enfin, vraiment, tu y crois en ce monde, en cette ville. C'est propre, bah, c'est tout con, mais c'est propre à elle. Et même certaines choses qui ont été inventées. Alors là aussi, ça a été beaucoup répété. Oui, Harley Quinn a été créée là-dedans.
mais pas que. Je pense à René Montoya. Oui. Ça vient de là, ça vient quand même de là. Bullock. Bullock, il existait déjà. Il existait Ouais, déjà. ouais. Mais Bullock, les- très intéressant ouais, et ouais. très présent. Je veux qu'il y soit dans les autres films. Il le faut, putain. Bullock, c'est un des meilleurs persos. Ça aussi, je vais en reparler après quand j'évoquerai les comics. Parce que oui, cette vidéo n'est pas finie. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça qui est intéressant, c'est pas forcément décousu. Mais justement, on va un peu partout. C'est pas non plus que du chronologique. Et ça que je trouve plus intéressant plutôt que de faire vraiment toute la chronologie. Non, au fil du temps, non. Mais du coup, pour en revenir aussi à la série animée, je pense aussi à ce qu'ils ont inventé. Donc, on a parlé de Harley Quinn, on a parlé de René Montoya. Je pense aussi au background de Mr. Freeze, parce que le background avec Nora Freeze, Ouais. ça vient de là. Ultra intéressant aussi. D'ailleurs, qui était designé par Mike Mignola, le créateur de Hellboy. Et qui, lui, d'ailleurs, a dessiné un de mes comics préférés. Je vous dis, ça dévie. Gotham by Gaslight. Je sais pas si tu le connais. Ah celui-là. si, ouais. J'adore celui-là. D'ailleurs, ils en ont fait plutôt une bonne adaptation que je conseille, même si c'est une réécriture. Parce que le comics, il faisait quoi, 48 pages. Il est assez court. C'est ce Batman sous l'époque victorienne. Sous l'époque victorienne, voilà, tu traques Jack l'Éventreur. Et c'est intéressant parce que ça qui est bon avec Batman, c'est que tu peux. C'est celui, je trouve, de perso que tu peux adapter dans n'importe quel Elseworld. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Elseworld, bah, c'est ça en fait, c'est Gotham by Gaslight qui a. Bah, c'est écrit par Brian Augustin, parce que c'est Augustine, c'est Mike Mignola qui a juste dessiné, même s'il a porté quelques idées. Putain, mais c'est ça en fait qui a lancé les Elseworlds, et ça qui est intéressant, c'est ça qui a lancé les DC Elseworlds, et j'adore vraiment. Encyclopédie, quoi. Et j'adore vraiment, après c'est Batman, et ça je trouve ça vraiment excellent, c'est un des Batman que je préfère, parce que je trouve ça sied bien à l'époque, ça sied bien même comme il est redesigné, tu vois, ça, forcément, ça va très bien avec ce côté un peu Edgar Allan Poe, et même sa suite on n'en parle pas assez. Ah, il y avait une suite. Et quand ça avait été publié, ça, en tout cas, moi, l'édition que j'ai, c'était à l'époque où c'était encore Panini, par moment, parce qu'il y a eu, bref, Semic Comics, ensuite il y a eu Panini, ensuite il y a eu Urban. Et cette édition-là, bah, en fait, c'est la suite. C'était vraiment la suite, toujours. Alors, c'était plus Mike Mignola, mais c'est toujours scénarisé par Brian Augustin. Et en fait, ça se passe à peu près 18 mois après. Et ça qui est intéressant, le premier, c'est style époque victorienne, Edgar Allan Poe. Et le second, même si c'est dans le même univers, là c'est plus un peu rétro-futuriste, un peu steampunk style Jules Verne. Ok. Ultra intéressant visuellement, même dans son propos. On y suit en gros, tu sais, les anciennes expos universelles, c'est un petit peu ça, mais pour Gotham. Et le méchant, en gros, bah, il a une motivation, une grosse critique sur le fait, bah voilà, la technologie qui bousille en fait, enfin qui prime par rapport aux ressources, etc. Bref, là je le dis un peu brouillon, mais c'est ultra intéressant et encore une fois le style. Et du coup, pour revenir, est-ce que tu l'as vu l'adaptation de Gotham by Ouais, Gaslight? celui-là je l'avais vu. Et là, grave, et une des meilleures adaptations parce que c'était couillu, ils ont quasiment Twist aussi, tout réécrit parce que le Jack l'Éventreur c'était pas celui-là. Ouais. Le seul bémol d'ailleurs que je peux reprocher aux comics, c'est que, enfin en tout cas moi, la première fois que j'avais lu, au bout de 6 pages, j'avais calé qui c'était le Jack l'Éventreur, dommage. Alors que là, ouais, dans le film, là, réécriture super intéressante, c'était Gordon. Oui, c'était Gordon et ultra intéressant. Je pensais que tu voulais pas spoiler. Ah oui, mais de toute façon, oui, et je pense que là, ils sont fans de Batman, ils ont forcément vu, sinon, bah écoutez, tant pis, tant pis pour vous. Mais il n'y a pas que ça, je pense aussi, grosse réécriture, vu que le comic c'était très court. Là, ils ont quasiment tout réécrit, ils ont rajouté Selina Kyle, ils ont rajouté Harvey Dent aussi. D'ailleurs, une de mes meilleures relations préférées, Bruce Wayne, Selina Kyle, c'est là-dedans. Ah bah oui, très clairement. clairement. Elle qui est aussi comédienne et danseuse de cabaret. Il y a même une petite scène assez intéressante, type cabaret musical. When the circus came to town, J. Augustus Henpeck Brown bought himself a ticket for the show. Passed by all the acrobats, all the clowns in funny hats, went to see the animals below. Saw a tamer put his head into a lion's mouth, waited till the tamer man was through, shook his hand and said, "At taming wild ones, you're a bird, but just one thing I'd like to ask of you." Et aussi la réécriture d'Ivy. Ivy, là, juste, elle porte des lierres. Pourquoi? C'est juste au tout début, en fait. Je sais pas si tu te souviens, elle se fait buter. C'est la première victime qu'on voit parce que c'est une danseuse. Voilà, il y a aussi l'ajout des 3 Robins, mais qui ne sont pas Robins, juste leur
Dick Grayson, Jason Todd et Tim Drake. Oui, c'est des gamins de rue. C'est des gamins de rue, voilà, qui sont un peu exploités par un gars. Et d'ailleurs, là, c'est ça qui est excellent, et je trouve que là, c'est pépite, vu que j'adore le Batman de 89. Il y a une référence au Batman 89, où Tim Drake, c'est bien parce que même là, leur psychologie, ils sont respectés, surtout le petit connard Jason Todd. Et Tim Drake, c'est un peu le plus peureux, qui dit « Ah, mais si on se fait choper, souvenez-vous ce qui arrivait à Johnny Cobbs ». Et ça, on l'a dans la première scène de Batman 89 où les deux malfrats là, bref, ils ont assommé le père de famille, etc. Et du coup, ils sont en train de dépouiller, en train de regarder un peu le portefeuille. Et il y en a un des deux, d'ailleurs, qui est doublé par Richard Darbois, qui lui dit, en gros, mais t'as le vertige, toi, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit, ça se comprend, après ce qui arrivait à Johnny Cobbs. Là, donc pareil, tu vois, c'est même parallèle sur le premier film de Batman. Mais ça, c'est un truc que j'avais kiffé. Enfin bref, c'est une très bonne réécriture, une très bonne adaptation. Je vais pas revenir en détail dessus, même si j'ai envie, parce qu'il y a vraiment une bonne adaptation bien couillue, et que je conseille. Ouais, même si l'animation, ça commençait là à être un peu pauvre. Et c'est dommage. Ah, moi, ça m'avait pas dérangé tant que ça. Je trouve que ça faisait partie un peu du charme de... Mais je comprends, il y a un côté un peu plus simpliste au niveau des traits. Ouais. Même si ce qui était bien encore là, c'était encore la période où à chaque fois qu'ils s'adaptaient à un comics, ils reproduisaient le style des dessinateurs. Je pense à le style de Darwin Cook, The New Frontier, qu'ils ont adapté en film d'animation. C'était un petit peu avant, excellent aussi, forcément Year One et The Dark Knight Returns, qu'ils ont repris les styles mêmes. Et c'est même le dernier film d'animation Batman que j'ai maté. Ouais, je pense moi aussi. Un des films d'animation qui m'a marqué, vu qu'on parlait de films d'animation, c'est Under the Redwood. Oui, celui-là c'était le premier que j'ai découvert, film d'animation. Que je pensais pas ultra vénère quand même, assez dark et tout. Enfin, tu te dis pour un film d'animation, tu t'attends pas à... c'est Batman, hein, tu vois. Ouais. Et là aussi, ils ont bien adapté, ils ont pris 2-3 libertés, mais c'est normal par rapport à Ra's al Ghul, mais c'est très bien justement. Le générique aussi, même le générique de fin, mais la compo de Christopher Drake. Lui, il a fait quoi? Arkham Origins. Ouais. Il a fait un petit peu ensuite pour d'autres films d'animation. Plutôt beau. Mais puisqu'on parle du film d'animation, on va enfin revenir à, pour moi, mon film, et là, film Batman tout confondu, que ce soit live action ou film d'animation, mon film préféré, c'est Batman contre le fantôme masqué. Batman Mask of the Phantasm. En VO, même si à l'époque, forcément, j'étais content, vu que j'étais gamin, ça poursuivait la série animée, mais en film, je me souviens toujours, ils vendaient la cassette vidéo avec, un petit comics, en fait c'était vraiment l'adaptation même du film d'animation, même si je comprenais pas tout, j'étais un peu paumé, surtout par rapport au flashback, mais putain, au fil du temps c'est vraiment devenu mon interprétation préférée. Je trouve que là ça hissait encore plus les psychologies pourtant intéressantes de la série animée, mais là vraiment c'est mon Joker préféré, et c'est le Batman que j'adore, le Bruce Wayne. Vraiment, montrer un Bruce Wayne triste, c'était ultra couillu, intéressant, le fait putain, Andrea Beaumont, il aurait pu ne pas être Batman. Par un moment, il doute. Je crois que c'est la scène à chaque fois qu'il met les larmes aux yeux quand il parle sur la tombe ça commence à venir de ses parents, où il dit voilà, je sais que j'ai fait une promesse en gros, mais je me rends compte que je peux être heureux. Mais ça, c'est quand même excellent. C'est triste. Et triste. Là, c'est le Batman le plus triste. Là, tu vois que Bruce Wayne n'a pas le droit au bonheur. Il s'en prend plein la gueule. Enfin, on pourra en parler pendant des heures de ce film-là. Mais même l'écriture de Joker, qu'il a ultra intéressant. Il fait même... Pour moi, c'est l'un des Jokers qui me fait le plus flipper, vraiment. Même quand je pense au live action, ce Joker-là me fait vraiment flipper. Et en plus, voilà, un Joker-là très intelligent. Et en même temps, il mène l'enquête par rapport au fantôme masqué. C'est lui le premier à avoir découvert qui c'était, en fait. C'était Andrea Beaumont. Enfin non, même un petit peu origine vite fait du Joker, parce que tu vois vite fait jeune, vu qu'il faisait partie de la fameuse bande avec Karl Beaumont, enfin non pas Karl Beaumont, mais justement ce gang Salvatore Balestra, Chucky Sol, etc., justement, qui ont buté finalement Karl Beaumont. Enfin bref, il y a tellement de choses à dire. Bullock aussi, la traque aussi du Batman. Enfin, il y a pour moi beaucoup de choses à dire. La relation qu'il a à Alfred, ou Bruce Wayne parfois, est un peu dure. Enfin, il y a trop de choses à dire sur ce film, donc c'est pour moi mon interprétation, enfin mon adaptation préférée, vraiment. Même si ok, il fait peut-être quoi, 1h10, 1h15, alors c'est sûr que comparé à un long métrage de 2 heures en live action, ouais, c'est peut-être moins complet, et pourtant c'est celui-là qui me parle le plus au niveau de ses thématiques, de sa psychologie. Pour moi, c'est ce Batman qui me parle, ce Batman qui souffre. Ce Batman, encore une fois, qui aurait pu avoir droit au bonheur, c'était couillu. Et puis voilà, la première intervention de Batman aussi.
Enfin non, ses premières interventions en tant que justicier, ça aussi c'est intéressant quand il a juste sa cagoule, ses premiers pseudo-équipements aussi, qu'il a failli crever, qu'il voit qu'il les fait pas peur, du coup il se dit tiens mais comment je peux faire ça et tout, comment je peux les faire flipper, enfin il y a tellement à dire sur ce film. Et puis aussi bien sûr, la première fois où finalement Andrea Beaumont rompt avec lui, donc là putain, alors que lui déjà il hésitait finalement putain ultra triste, rempli de tristesse, il met son costume avec cette compo musicale et bien sûr Alfred, la réaction de Alfred, c'est putain, j'en ai des frissons rien que d'y penser, pour moi c'est pépite ce film, et c'est marrant parce que c'est aussi le film d'animation préféré et parfois même le film de pas mal de fans, donc là pour une fois je me retrouve un peu par rapport aux fans, bon, même si je m'en fous, moi chacun a son prix comme on le dit, il n'y a pas de souci sur ça, mais pour une fois je me retrouve un petit peu au moins sur quelque chose en phase avec les fans, avec ce film. Ce film, vraiment, il me fait quelque chose. Ouais, tout pareil. Les gars qui a dit trop de trucs, ça y est, il monopolise la conversation sur ça. Quand tu parlais de Batman contre le fantôme masqué, il y a une émotion qui c'est quand tu me l'as fait visionner pour la première fois, putain, j'arrive même plus à parler. C'était tellement il y a d'émotions sur ce film. Mais en fait, je m'attendais pas à un film comme ça. Pour le coup, quand je l'ai découvert vraiment dans le tard, je me suis dit, non, pour moi c'était juste, tu sais, la série animée. Ouais. Et en fait, non, celui-là, je m'attendais pas à une qualité d'écriture aussi poussée. Notamment au niveau de la psychologie de Bruce Wayne. Là, de le voir aussi dans ses débuts et tout ça, je m'y attendais pas. Et puis c'est vrai que moi, pour le coup, le personnage du fantôme masqué, au début, je me suis dit, tu vois, c'était juste un petit ajout et tout ça. Et au final, c'est un putain d'ajout. Là aussi, encore une fois, une création originale des créateurs et scénaristes de la série animée. C'est quand même ouf. Et ce qu'ils ont créé, encore une fois, ça, d'ailleurs, ils l'ont fait revenir une fois dans les comics. Mais bref, ça, ce qu'ils ont apporté, René Montoya, encore une fois, et je pense même à d'autres épisodes, d'autres personnages créés. Je pense même à Roland Daggett, bref, un gars que tu vois plusieurs fois, qui est entre autres responsable justement de la transformation de Matt Hagen en Clayface, donc en gueule d'argile. Roland Daggett qui a été réutilisé dans The Dark Knight Rises, s'il vous plaît. Ben Mendelsohn, excellent d'ailleurs cet acteur. Roland Daggett qu'on voit aussi dans d'autres épisodes. Ils ont créé peut-être même, je me demande, c'est pas mon épisode préféré, je ne sais pas si tu l'as vu, et à chaque fois, c'est pas que je verse des larmes, mais je suis souvent ému devant plusieurs scènes. C'est le Grey Ghost, le fantôme gris, où en fait, au départ, t'as un montage passé présent avec des explosions qui ont lieu à Gotham City, et dans le passé, Bruce qui est devant la télé avec une figurine du fantôme gris, je sais pas si ça te parle, et qui regarde justement un épisode du fantôme gris type aspect serial, donc noir et blanc avec son père derrière, et en fait les explosions c'est un parallèle avec ce qui s'est passé dans cet épisode. En fait, il y a quelqu'un qui reproduit un des épisodes du fantôme gris. Et le fantôme gris, donc en fait, dans le présent de Gotham, Bruce il cherche à mener l'enquête justement, et en même temps c'est vrai, est-ce que tu t'identifies en tant que toi, en tant que spectateur, au Bruce qui était petit, qui lui aussi, nous on regarde Batman, on adore, on avait une figurine Batman, et lui, Bruce pareil, et d'autant plus du coup tu dis, ok, ça vient quand même de quelque part, Batman, ça vient il s'est inspiré de ça, il y a eu une grosse influence, et ensuite du coup il mène l'enquête. Là tu te rends compte que l'acteur qui incarnait le fantôme gris, ça aussi c'est intéressant, c'est une critique intéressante, c'est en lumière certains acteurs has-been, donc c'est un acteur du coup has-been qui a du mal à gagner sa vie, qui est méprisé, par exemple son proprio qui le méprise, qui dit en gros c'est pas d'hospice ici, voilà, acte, espèce d'acteur raté, etc., qui fait de la peine, qui là aussi ça évoque aussi le merchandising, il a collectionné tous les trucs marketing et merchandising de son propre personnage, incarné vocalement par Adam West, et ça c'est intéressant de faire, tu vois du coup les parallèles qu'il y a, et du coup au final au départ, il est méfiant parce que Batman vient vers lui et lui il dit moi je suis juste un acteur, le fantôme gris c'était forcément qu'un rôle, etc. Et c'est aussi intéressant parce que Birdman, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle avec Birdman, tu sais, avec Keaton et Batman qui est et son personnage et Birdman, et là pareil, son agent qui dit au fantôme gris, apparemment il est au téléphone avec, désolé t'as pas eu le rôle et tout, t'es encore trop associé au fantôme gris et tout, tu vois vraiment ce personnage has-been qui me fait de la peine dans cet épisode de Batman, et au final qui va mener l'enquête avec Batman. Bref, il y a tout un truc, c'est excellent. Un truc en vrai. D'ailleurs je l'ai en figurine là, c'est excellent, c'est aussi un perso créé de toutes
toutes pièces pour la série animée et un perso qui a beaucoup marqué en fait. Si, maintenant ça me rappelle. Après, il y en a, si on évoquait d'autres Oh, épisodes voilà, on en a pas fini. qui ont marqué, mais pour dire que Batman, la série animée, là au moins tout le monde est d'accord pour dire que c'est pépite. Et malgré tout, oui, pour les enfants encore une fois, mais il y a quand même des thèmes. Ouais, tu le reprends sur une autre lecture, tu te dis, Ah ouais, putain, oui. c'était comme. Ah non, oui, non, carrément. Je Bah, pense- c'est ça que je trouve assez fort avec cette série, c'est qu'elle s'adresse à la fois aux enfants, enfin, tu peux la faire adresser aux enfants, mais il y a un propos adulte derrière, fait. quoi. Il y a une réflexion Ah derrière, ouais, et... non, c'est clair. et le scénario de chaque épisode est assez intéressant, quoi. Bon, il y avait de temps en temps, forcément, des petits épisodes plus enfantins, mais la plupart du temps, c'était je pense aussi à version originale, ça s'appelait, où c'est les GS, donc les services internes qui enquêtent, qui interrogent à la fois Bullock, Montoya, je sais pas si tu l'as vu celui-là, très intéressant celui-là, où t'as leurs 3 points de vue et un autre flic. Celui-là aussi, putain, c'était mature, c'était adulte, celui-là aussi, ça fait partie des épisodes préférés des fans. Oui, aussi, un épisode qui montre la rivalité mafieuse entre Rupert Thorne et Arnold Stromwell. Et Arnold Stromwell, je crois qu'il a été créé lui aussi. Et en fait, son fils a disparu. Et tu te rends compte qu'à la fin, il se rend compte que c'est Batman qui le retrouve, son fils. Il lui montre d'ailleurs, il fait comprendre à Arnold Stromwell où est-ce qu'il est. Il l'envoie en fait, il est en cure de désintox. Le fils d'Arnold Stromwell, ce mafieux, c'est à cause de la propre drogue que Arnold Stromwell il fait son trafic. Enfin, il y a beaucoup de thématiques quand même ultra adultes et intéressantes. Ouais, j'essaie là de me rester. Ouais, cet épisode était quand même assez. Ah oui. Même aussi quand tu vois le passé de Arnold Stromwell, bref, avec le train, enfin, il y a beaucoup d'épisodes, on va pas revenir dessus, sinon on pourra faire 2 heures juste sur la série animée pour dire qu'il y avait vraiment la qualité, l'écriture était là, encore une fois, la patte graphique, voilà, on se répète, mais ça fait du bien de le dire, parce que c'est ça qui nous a tous fait du bien, la série animée, très clairement. Et après, voilà, c'est New Adventures, et du coup, Batman Beyond. C'est vrai que j'en avais pas parlé dessus, mais alors moi. Parce que toi, je me permets, je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais je souhaite en parler parce que il est apprécié de pas mal de fans. Toi aussi, je pense que tu l'as apprécié. Ouais, et moi, je dois être apprécié l'un aussi. des seuls fans de Batman à pas trop apprécier Ok. Batman Beyond. Mais justement, vu que c'est pour tous les C'est vrai prix, qu'on en a il faut jamais en- trop ouais, parlé de celui-là. il faut en parler. Même je me souviens, ça m'avait marqué. Parce que déjà, il n'y avait plus vraiment de série animée Batman, moi. Ouais. Ça passait donc la première fois forcément découverte sur Canal+. Et à l'époque, ce Canal+, s'appelait Batman 2000. C'est Canal+, qui l'avait Ah ouais, renommé de comme ça. Batman 2000. C'était après Batman Beyond que ça s'appelait comme ça. Et donc, pour moi, quand j'ai découvert ça, c'était ultra déprimant. Ouais. Le fait que, putain, ok, c'est un Batman plus tard, qui a 50 et ensuite 70 ans, là. Ouais. Ouais, c'est plus du tout la même Gotham, etc. Donc ultra déprimant parce que tu n'auras plus jamais ce Batman. C'est un autre Batman, c'était couillu en même temps comme écriture. Bah, le, moi, pilote, justement, le pilote était intéressant. Justement, c'est ça que je trouvais assez intéressant avec celui-là, c'est justement il propose une autre proposition dans l'univers Batman, du coup avec un nouveau Batman. J'ai la musique du générique en tête maintenant. Non, le générique était stylé, j'adorais carrément. Le générique était rythmé, excellent. t'as ce côté un peu cyberpunk justement que j'aimais bien. Après, je suis pas non plus un gros fan de celui-là, mais j'aimais bien le nouveau design, tout en noir avec la chauve-souris en rouge. Le fait qu'il soit aussi mince, vu qu'il était svelte et tout ça, très athlétique. Même si tu le voyais au tout début, le prologue, tu le voyais. Bruce Wayne, je sais pas si tu viens, Ouais. le prologue où il a 50 ans, utilise, où il utilise, où là il dit pour moi c'est fini, ça m'avait marqué. Je me souviens encore de la compo et où il ferme au fur et à mesure, il éteint tous les interrupteurs et tout, enfin c'était quelque chose. Mais moi ce que je reproche à cette série, enfin en tout cas moi pourtant j'ai le coffret, mais j'ai vu que la première saison, j'ai du mal avec la direction artistique déjà parce que c'était plus Eric Radomski. Ouais. Pour moi, si tu fais une continuité à Batman, moi j'imagine une Batman futuriste, ok, mais vu que c'est la suite vraiment de ce côté art déco, Ok. tu vois, pour moi c'est que tu devais faire un truc Un un mix. peu art déco, voilà, un mix, mais futuriste, parce que là de ce que je vois, je suis désolé, mais après c'est mon ressenti, excusez-moi, mais au niveau des buildings, architecture, Ouais, bah, véhicules t'es et sur un tout, truc, pour moi c'est juste un truc futuriste lambda. Alors que t'es censé être quand même la suite de Gotham City. Comment Bah, ça aurait ouais, évolué c'est cet vrai que- univers art déco? Là-dessus, moi, c'est vrai que je l'ai jamais pris comme une suite. Moi, je l'ai vraiment pris Ouais. comme un truc à part et du coup. Ouais, je mais me alors suis dit, pourtant ok. c'est quand même la suite parce que c'était le même casting vocal, c'était Kevin Conroy. Bon, sauf que c'était pas Richard Darbois, mais je veux dire, c'était vraiment la suite même de la série animée. C'était vraiment dans le même univers. Ouais. Et même au niveau des scénarios et des méchants, putain, forcément, il fallait réinventer des méchants et moi j'ai toujours eu du mal. À part 2-3 épisodes, mais sinon, j'avoue que je dois être l'un des seuls connards à avoir eu du mal avec cette série. En plus, c'est juste la proposition artistique Ça, oui, par contre, c'était couillu. que je trouvais, que je trouvais intéressante, mais pour le coup, après, la préférée, ça restera la série Ouais, animée. oui, bien sûr. Forcément, on peut pas le nier. Là, j'ai envie de revenir
sur un comics dont on ne parle pas assez, une série de comics où Batman n'est pas le personnage principal, c'est Gotham Central. J'en ai peut-être déjà parlé, Gotham Central, où c'est un polar, c'est un peu The Shield, mais version forcément Gotham. Et Gotham Central, putain, d'ailleurs, acclamé, récompensé. Tu as entre autres Montoya, forcément, hein, merci du coup Batman The Animated Series, même s'il était là bien avant, du coup, elle a rapidement intégré les comics après, même pendant Batman The Animated Series, mais tu as Montoya, tu as Bullock, beaucoup de personnages, enfin vraiment de flics, tu suis leur quotidien. Et là, c'est aussi colorisé en demi-teinte, parce que c'est vraiment l'aspect polar. Au scénar, t'as Ed Brubaker et Greg Rucka. C'est nuancé, c'est une écriture non manichéenne, où t'as l'impression que des fois, je pense, ils ont dû s'inspirer de la vie réelle, parce que même le quotidien, le travail avec les collègues, ça respire l'authenticité. Il y a des situations qu'on a forcément déjà vécu, ou en tout cas qui font très réaliste. Certains personnages, certains flics qui sont pour Batman, je pense forcément à Montoya, il a l'habitude de collaborer avec Batman, et d'autres qui sont contre, parce que ils sont contre, pourquoi Batman? Parce que c'est quand même, ils ont pas tout son arsenal, ils sont sous-payés, et c'est vraiment assez carbure un peu club café, tu vois, qui bouffent rapidement, tu vois ce que je veux dire, ils font pas attention à eux, dans leur pauvre costard un peu à la con, et du coup ils en veulent à Batman, et tu peux comprendre, c'est pour ça Batman tu le vois de temps en temps. Parfois aussi à contre-cœur, putain, quand il voit que au fil d'une enquête, il y a par exemple un bad guys, parce que tu vois beaucoup de bad guys, et voilà, c'est pas que des petits malfrats, tu vois ce que je veux dire, ou des petits tueurs. Il y a quand même pas mal de bad guys, et parfois pour en attraper un, vu que c'est vraiment chaud là, la situation, où là, il y a du public, des citoyens en danger, ils font appel à contre-cœur à Batman. Enfin là, ça je pourrais en parler des heures, parce que c'est vraiment une putain de série Gotham Central, vraiment que je conseille, qui est encore une fois excellente. Même Bullock aussi. Bullock d'ailleurs là-dedans qui a été viré à cause des affaires internes, à cause d'une enquête sur lui. Même Montoya aussi par moment, les affaires internes au cul, parce que putain, là je spoil juste un des petits récits. Où Montoya, en fait, elle a arrêté un gars pour viol. Il a voulu la poignarder. Bref, finalement, ce gars, il a eu une relaxe à cause d'un pot de vin, forcément, corruption Gotham, on imagine bien. Mais ce mec-là, ensuite, il a harcèle, il veut la détruire. Du coup, il enquête sur sa vie privée. C'est là, en fait, la réécriture de Montoya, qui est lesbienne, ultra intéressant d'ailleurs, parce que ses parents, forcément, on imagine, elle est hispanique, donc ses parents qui sont catholiques, mais tu vois, un peu des gens vieux jeux, voilà, exactement. Donc là, en fait, ce connard de violeur, il engage un détective privé donc pour enquêter sur elle. Donc il fait ressortir, il prend une photo d'elle en train elle embrasse sa petite amie. Ça, la photo se retrouve chez les parents, se retrouve au commissariat, et tu vois là aussi c'est non manichéen, parce que il y a un connard de flic qui est c'est vraiment un beau fils de pute homophobe, bref, qui la clash pas mal. Ensuite, ce malfrat, il est en bas de chez sa petite amie, du coup elle le chope, lui il filme pourtant, parce que voilà, il a pas menacé sa petite amie, encore que elle soit menacée, Montoya d'accord, mais par contre vu que sa petite amie n'est pas flic, elle a rien à voir, elle a rien à faire avec ce monde. Et donc le soir même, il est buté par l'arme de Montoya, l'arme de secours de Montoya, qui était pourtant dans son coffre. Donc en plus dans son coffre, du coup les affaires internes, il trouve cette fameuse arme qui correspond bien au meurtre de ce malfrat. Il trouve aussi un sachet de cocaïne. Bref, ils disent c'est pourquoi vous l'avez peut-être mis de côté forcément pour plus tard, c'est une affaire, ou pour soudoyer un malfrat ou autre. Et bref, du coup elle se retrouve au tribunal. Enfin, il y a toute une spirale infernale où par moment elle est virée, elle est grave, quitte à être, elle s'apprête à aller en tôle. Et après, elle devait avoir un avocat commis d'office. Finalement, une nouvelle avocate qui vient, qui n'était pas prévue, qui elle est très très bonne, parce qu'en fait finalement c'est Bruce Wayne qui l'a payé. Tu vois, Bruce Wayne, malgré tout, de temps en temps, il est présent, Batman, tu vois. Ouais. Là, vu qu'il sait très bien Montoya, voilà, il sait comment aller. Donc, il y a tout un truc, toute une spirale infernale. Et à la fin de ce récit, où finalement, voilà, elle avoue, oui, parce que ça aussi, elle a une relation intéressante avec son frère. Son jeune frère, c'était le premier à savoir qu'elle était gay. Et il a tout fait pour essayer de faire croire aux parents que non, la photo, c'est un montage, etc. Mais au final, elle avoue quand même. Ça veut dire pas sa double vie, parce que elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut être lesbienne, il n'y a pas de souci, elle fait de mal à personne, vu que c'est en plus un bon personnage qui a un bon fond. Donc elle avoue à ses parents qui la renient, sa mère qui dit qu'elle va, vu qu'elle est encore une fois catholique, qu'elle va pourrir en enfer, que c'est plus sa fille, donc renier, son père qui ne dit rien.
Bref, du coup, là, ça se termine. Ah oui, c'est assez en réaliste, fait, elle pleure dans les bras de sa petite amie dans la voiture, enfin, sous la flotte. Enfin, voilà, là, je voulais parler de. Je voulais spoiler un petit peu parce que c'est juste un des exemples. Et encore là, c'est peut-être le récit le plus personnel, mais sinon, c'est ça. C'est cette écriture excellente, non manichéenne, très réaliste, réaliste, et des enquêtes ultra intéressantes. Ok. Et même parfois, il y a des similitudes avec The Shield. Alors là, je sais pas s'il y en a vraiment, parce que, ok, c'est propre à certains polars de flics, mais parfois, il y a 2-3 trucs, je dirais pas trop pour pas spoiler ni Gotham Central ni The Shield, mais des petites similitudes. Et du coup, j'ai rebondis une dernière fois, je pense, quand même, sur les comics. Moi, vraiment, ma période préférée, c'est entre 86, forcément à partir de Miller, jusqu'à 99, bah justement, No Man's Land. Où là, t'avais donc The Dark Knight Returns, Batman Year One, bien sûr, Nightfall, aussi très intéressant, c'était couillu. Bane qui brise Bruce, etc. Il arrête d'être Batman, ça c'était ultra couillu. Et ensuite, forcément, Long Halloween, Dark Victory et No Man's Land. Ça avait duré à peu près 1 an. Bref, tout ça. Époque bénie pour moi, ultra intéressante. C'est pour ça qu'après, bon, il y a eu quand même Silence, c'était pas mal du tout. Ouais, ça c'est les années 2000. Ouais. Pour moi, ensuite, il y a eu White Knight, qui m'a foutu une grosse claque, parce qu'il y avait un putain de, de propos social, une putain de réécriture ultra intéressante. Bah, le Joker, surtout là. Tout à fait. L'air plus intelligent et qui te pointe du doigt. Et j'aimais beaucoup aussi un peu l'échange de rôle entre Batman et le Joker. Et puis beaucoup de easter eggs visuels. Ouais. À Batman The Animated et au Batman de Burton, ça c'était un régal pour les yeux. Et ensuite pour moi il y a eu, non c'était un petit peu avant par contre, mais ça s'est étalé sur plusieurs années, donc là ça s'est conclu il y a 1 an. Batman Terre 1, proposition très intéressante. D'ailleurs Matt Reeves, hein, il s'est inspiré un petit peu aussi de Year One, mais aussi de Batman Terre 1. Hein. I Am Vengeance, ça vient de là à la base, parce que dans Terre 1 il voulait se venger de Oswald Cobblepot, enfin bref, il y a pas mal de petites choses qui ont pioché, même le Alfred qui boite, même si j'aurais voulu en voir plus de ce... Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Pourtant, j'adore Andy Serkis, mais dans l'écriture, ou je sais pas, non, il y a un manque. Je sais pour moi, il n'est pas assez développé. Il sert juste de personnage de fonction, comme et tu dis. C'est dommage. Parce qu'il y a un truc intéressant déjà, ce Alfred qui boite comme dans Terre 1. Bonne découverte hein, quand tu me l'as montré. Ouais, bonne proposition. Ah, ça a fait du bien. Moi, c'est les seuls comics que je retiens. Un Bruce Wayne, tu sais, qui est pas un Bruce Wayne Batman qui est pas parfait. Ah non, c'est clair. Et qui se foire. Exactement. Et ça, il l'a bien montré, Matt Reeves. Même aussi, c'était critiqué. Cette fameuse scène dans le commissariat, excellente, je trouve. C'est une de mes scènes préférées. Ou ensuite, une fois qu'il se retrouve en haut, tu sais, il est un peu et il y en a qui ont critiqué, c'est pas Batman, ça, mais bande de connards, c'est le début encore, forcément. Pourquoi montrer le héros, enfin vraiment le gars qui n'a pas de vertige et tout. Non, justement, c'est du réalisme. Il est encore dans ses débuts. En plus, juste après, il se pète la gueule comme une merde. Hein. Ça aussi. T'as pas un atterrissage de super héros bien réussi comme t'as l'habitude de le voir dans la plupart des films. Non, franchement, juste de voir que ça reste un être humain et qu'il y a ce moment de... En plus, c'est un petit moment, ce moment de flottement, ce moment de doute. Justement, c'est une proposition que je trouve assez intéressante parce qu'il n'est pas non plus confiant à 100%. C'est une réécriture, une réinterprétation. Là aussi, Todd Phillips, c'était intéressant, son Joker. Tu prends un mix un petit peu entre Killing Joke, les origines, et le social, tout le social qu'il y a de White Knight. T'en fais un truc, une patte, style New York, années 70-80, avec un traitement sur les pathologies ultra intéressant, même au niveau de sa réa, au niveau de la photographie, forcément aussi, hein, l'interprétation de Joaquin Phoenix. Excellente interprétation, un putain de vrai film dramatique. Là où je trouve, enfin un film d'auteur, je veux dire. Alors oui, c'est aussi un film d'auteur, The Batman, mais il y a trop de conventionnel parfois. Tu te demandes s'il n'y a pas eu quand même des cahiers des charges de Warner. C'est vraiment la fin. T'as l'impression que ce film, c'est un peu le cul entre deux chaises. T'as une putain de proposition artistique, putain de traitement, mais à les 30 dernières minutes, là, c'est dommage. Alors que Joker, par contre, pour moi, c'est pépite. Pour moi, perso, Joker, je le mets au-dessus. Il m'a vraiment fait quelque chose. Et je le mets au-dessus de The Batman parce que voilà, là, c'est un putain de film d'auteur. C'est sûr que les deux, c'est des bonnes propositions. C'est que ça fait du bien. Par rapport, du coup, à ce qui... tout ce qu'on voit, là, dans les adaptations, c'est bon, on en a marre. Et par rapport à ce qui va arriver avec le nouveau DCU. Tout à fait. Où t'es en mode... C'est bien, du coup, d'avoir ce Elseworld.